星へと俺たちの船出だ光を灯せ空の果てどんな嵐も恐れるな銀河のささやき太陽の歌抱いて旅立つ俺たちさよみがえれ自由の風に生きることは夢見ることさ友と生き船と生き宇宙の彼方へ俺たちの船出だ舵を取れ心のままに生きることは戦うことさ夢に生き愛に生き星から星へと俺たちの船出だMuteki Yokoso. Salut à tous. Eh bien, on espère que vous allez bien pour cette nouvelle heure de son japonais. Comme d'habitude, vous connaissez le principe depuis maintenant 19 ans. Bientôt 19 ans. Salut Léo. Salut Damien. Ça va? Eh ben ça va très bien, sauf qu'on a toujours notre panne d'internet qui continue toujours. Radio Canu subit en ce moment, vous le savez peut-être en écoutant les autres émissions de la station, eh bien que nous avons une panne d'internet. Mais bon, du coup j'avais prévu éventuellement 2-3 petits trucs, mais justement, comme on est en panne d'internet, on va faire dans le rétro, si j'ose dire. Ouais. On va vraiment faire tant qu'à faire, quitte à se dire qu'on n'a pas d'internet. Revenons à une époque où il n'y a pas d'internet. Ça sera très bien. L'époque de Captain Harlock, déjà pour commencer. Bah oui. Pour ceux qui connaissaient en français dans leur temps d'enfance, c'est Albator 84, générique de début. Original japonais, et donc un titre mythique et surtout un animé mythique. Moi j'adorais Albator 84, c'était vraiment ma version préférée. Il y avait Albator 78 qui était beaucoup plus sombre, mais Albator 84 c'était beaucoup plus épique en fait. Oui, Albator 78 c'était aussi la version d'Albator où la frange bougeait avec le personnage. C'est-à-dire que quand il était de 3/4 droite, la frange était à droite. Quand il était de 3/4 gauche, hop, par magie, la frange était à 3/4 gauche. Ouais. Mais c'est Harlock. Tu peux pas tester. Mais c'est Harlock. Même sa frange lui obéit. C'est exactement sans ça. même d'ordre à donner. Donc Ichiro Mizuki, bien entendu, pour le l'ending. C'était l'ending. Ouais. Non, c'est l'opening ça. C'était l'opening. C'est opening. Pardon, je suis désolé. Oh, pas de souci. Donc dans le rétro, on va aussi vous parler, notamment de l'époque magique où l'on rêvait devant la presse vidéoludique, devant une console qui s'appelait la PC Engine. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que toi tu te souviens de ça, Léo? Bah oui, parce qu'en fait, ça me rappelle tout. PC Engine, en fait, ça me rappelle toute l'époque de Joypad, tu vois, de ces magazines quand ils te montraient que sur PC Engine, t'avais beaucoup d'adaptations d'animés. En fait, moi la PC Engine c'est ça, la console, et notamment City Hunter. Je crois qu'il y avait il y a eu un City Hunter et Sailor Moon, je crois aussi, qui était sur PC Engine. Il y a eu un Cobra, 2 jeux Cobra. Ah, tu vois, sur la PC Engine. Je le savais pas. Mais pour moi, c'est la console des adaptations d'animés. En fait, après, il y en avait sur d'autres consoles, mais sur celle-là en particulier, quand je lisais ces magazines de l'époque, je voyais ça. Il y avait une particularité, c'est que comme la console était essentiellement vendue au Japon, elle se reprenait un peu toute la pop culture, surtout que la console. Alors, on vous en fera un petit peu focus un petit peu plus tard dans l'émission, mais en gros, elle était concurrente avec la NES. Elle avait de meilleurs graphismes
graphisme que la NES ou Famicom, comme c'était le cas au Japon. Une meilleure musique, c'était une des premières consoles à accueillir un lecteur CD. Bref, tout était réuni pour y mettre des pans entiers de la pop culture de l'époque, même des visual novels. Il y avait même des jeux qui n'étaient pas des jeux en fait, qui étaient simplement des histoires graphiques. C'était juste aussi pour la performance technologique, on va dire, de réaliser finalement un dessin animé que tu peux lire sur ta console. Alors, un dessin animé, roman photo. Si j'ose dire, un livre d'images. Un livre d'images. Que tu peux lire sur ta console. C'était notamment le cas avec Nadia. Nadia et le secret de l'eau bleue, si vous connaissez cette magnifique série, bien entendu. Qui ne connaît pas. Voilà. J'en étais sûr. Franchement, qui ne connaît pas. Allez, on va, avant d'enchaîner justement sur la PC Engine, on va parler aussi de l'actualité, notamment le fait que Ai Otsuka a été annoncé comme artiste, parmi les artistes musicaux de Japan Expo. C'est l'invité principal, spécial guest. Oui, J-Music. C'est la spécial guest. J-Music. Très connu pour ses chansons de drama. Beaucoup de drama et de films. Peu d'animés, très peu, je crois pas du tout en fait. Pas du tout en fait. Des reprises de titres d'animés, mais pas du tout de musique d'animé directement, si je veux dire. C'est pas elle qui a créé en fait. C'est pas elle qui a créé. Oui, exactement, une reprise de Nana. Mais c'est pas direct, c'est pas, elle est pas aux côtés d'Olivia ou aux côtés de Anna Tsuchiya. Mais alors du coup, comme d'habitude, quand on reçoit des nouvelles comme ça, moi je farfouille un peu dans ma base de données en disant qu'est-ce que j'ai en stock. Et le seul truc que j'ai ramené en fait de Ai Otsuka du Japon, c'est une compilation de reprises de standards de Dreams Come True. Oui, Dreams Come True, qui était un duo des années 90, dont la moitié du duo, donc le monsieur est le compositeur entre autres de la musique de Sonic sur Mega Drive, Sonic 1 et 2, Masato Nakamura. Et ce groupe est très apprécié au Japon, ça va sans dire, sinon ils n'auraient pas sorti plusieurs best-of. Et parmi ces titres-là, justement, certains sont repris, donc il y a ce best-of qui est repris par des amis à eux, ou des gens qui ont voulu leur rendre hommage, donc des artistes qui ont voulu rendre hommage à Dreams Come True sur leurs 20-30 ans de carrière, quelque chose comme ça. Et notamment, on trouve Mika Nakashima, on trouve Scandal, on trouve Miwa, E-Girls, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kodakumi également. Et bref, toute la partie de les artistes très à la mode de cette époque. Très à la mode de cette époque, et dont Ai Otsuka qui a repris non pas un single, c'est plutôt c'est un single qui n'est pas sur les gros best-of et qui s'appelle Romance, et je vous propose de commencer avec un petit peu de douceur, si j'ose dire, avec donc ce titre Romance de Dreams Come True, interprété par Ai Otsuka. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Et sur internet moutiquetier-radio.fr, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, partout. Mais oui, en plus le site est tout nouveau, tout beau, mouteki-radio.fr, voilà. Yeah. C'est parti.
Mais vas-y, c'est super chouette. Et ouais.月明かり風
C'est tout doux ça. C'est tout doux, Ah. c'est tout beau. Ah. C'est bilingue en plus. Oui, Un petit peu c'est italiano-japonais. italiano-japonais. Euh, Adesso e Fortuna. Ouais. Le générique de début des OAV et non pas de la série télé, des chroniques de la guerre de Lodos. Je préfère largement les OAV hein, pour ceux qui ont connu à cette époque où il y avait un peu la guéguerre entre les Ah oui. OAV et les séries télé. Ceux qui préféraient les OAV, ceux qui préfèrent les séries télé. Enfin, moi, ceux qui ont bon goût, ils préfèrent les OAV, c'est sûr. Non, en fait, le vrai truc, c'est que l'opening TV, l'opening de la série télé était très très joli. Hein. La chanson a beaucoup plus traversé les âges, alors que moi, j'aime beaucoup l'opening des OAV, beaucoup plus douce, beaucoup plus classique en termes de fantasy. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage que Lodos War, donc qui était connu comme ça, n'ait pas traversé les temps. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Alors que c'était un énorme classique de la fantasy japonaise. C'est vrai, ça a été un gros succès, en tout cas parmi les fans du Japon dans les années 90. C'était un peu le truc, comment dire, c'était pas la série la plus classe, c'était la Non. série la plus épique. Ouais. En fait, Tu cherchais une série épique, un peu médiévale, c'était quand même la classe, ceci étant. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus. Déjà, le graphisme était assez incroyable puisque c'est des OAV. Donc, graphiquement, l'animation était fantastique. Et puis, il y avait les persos surtout. Qui étaient assez iconiques. Parn, tous ces personnages-là étaient Didlit. incroyables, qui ont posé, je pense, au Japon aussi cette notion de fantasy à l'européenne. C'est vraiment avec des elfes, des chevaliers, les classes. En gros, c'était Donjons et Dragons, quoi. C'était vraiment ça, retranscrit dans. C'était ce qui était le plus proche C'est ça. d'une retransmission de partie de jeu de rôle. Exactement, mais c'est exactement ça. Mais classiquement, à l'occidental, classique, à table. pas JRPG. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment une série qui parlait en plus aux Occidentaux, puisque c'est beaucoup plus proche de la culture jeu de rôle occidentale. Et donc, quand c'est arrivé en France, ça a eu un succès immédiat. En plus, ça faisait partie de l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'animés qui arrivaient en France. C'était l'époque vraiment fin Club Dorothée et la période. Moi, j'appelle ça la période sombre. C'est ça. Elle est arrivée. Avant. En fait, c'était une des séries stars de la période sombre. C'est-à-dire que c'est arrivé au très mauvais moment. Oui. Ça a eu un succès, mais un succès pour nous, si Pour les j'ose fans. dire, pour les Pour les fans, fans, qui les vraiment- gens qui ont survécu à À la fin du l'apocalypse. Club d'eau. Non. Enfin, au moment où c'est sorti, il y avait encore un peu Club d'eau, mais on sentait que c'était la fin. Non, mais de toute façon, même le Club d'eau avait un peu lâché l'affaire en termes de production. Ils achetaient plus en fait. Voilà, ils achetaient plus de séries, ils faisaient des rediffusions. C'était Donc des tu sentais rediffusions. la fin. Donc c'est le marché de la vidéo qui avait déjà à l'époque pris le relais dès le milieu des années 90 en réalité. Et c'est vrai que c'était un succès, mais un succès au sein d'une sous-culture. Oui. Souvenez-vous des soirées Epitanimes où on traduisait en live, Donc, on doublait en live un OAV ou des trucs comme ça. eh bien, transition parfaite. Ah bah vas-y. Puisque cette chanson, alors interprétée par Sherry, tout comme le premier opening qui passe là en fond sonore, est tirée de la base de données, la gigantesque base de données de l'association de feu, l'association Tsubasa. Parce que oui, à Muteki, on s'est retrouvé un beau jour avec un gros panel on peut le dire, on est entre nous, on est entre fans, avec un gros panel de MP3 venus de partout à la fois, venus de toutes vos collectes de MP3 de l'association de Tsubasa, et vous en serviez pour toutes les conventions de l'époque. Ouais, ça servait surtout pour des jeux. En fait, servait pour globalement, des jeux. parce que c'est pour ceux qui savent pas, parce que c'est quand même assez ancien cette association. L'association de Tsubasa à l'époque, c'était une époque où les conventions étaient naissantes. Même Japan Expo n'existait pas quand Tsubasa s'est créé, et donc à l'époque, en fait, on s'est dit qu'en convention, on ne jouait pas assez. On s'amusait pas assez, les visiteurs étaient passifs. Et donc on avait proposé des jeux. Et dans le cas de ces jeux, on avait donc des MP3. On avait plein de jeux autour de la musique. On avait le DJ God, pour ceux qui connaissent. Le DJ God. Quand même. Non, mais les gars. C'était une suite de plusieurs extraits, fallait les retrouver, c'est ça? En fait, c'était 52 extraits de génériques Donc qui c'est un blind s'enchaînaient en test moins de 3 mais enchaînaient en moins de 3 minutes. Oh donc t'avais là là. des extraits de quelques secondes, et il T'avais fallait 10 secondes à écrire. chaque fois? Non, Même pas, t'avais 3 secondes pour 3 secondes à écrire chaque le fois. truc, et donc voilà quoi. C'est Donc, impressionnant. DJ God. Donc voilà, il y avait énormément de jeux, il y avait des karaokés, on faisait des karaokés géants avec ça, enfin on faisait plein de trucs, et donc c'était vraiment une époque où il faut savoir qu'Internet, il n'y avait pas trop.
Hein, c'était encore l'époque où on disait fallait que vous aviez. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien de tout ça. Google, je pense que ça n'existait même pas. Et on cherchait des MP3, mais alors c'était vraiment la pioche au site web qui pouvait te récupérer des trucs. Et donc nous, on avait... parce que Nautiljon, je crois que ça n'existait pas non plus à l'époque. Nautiljon n'existait pas non plus. Et donc on avait quoi? On avait Animint, un site américain qui faisait de la collecte aussi de MP3, et puis 2-3 petits autres sites japonais qui ont récupéré les MP3 de génériques originaux, et ça commençait comme ça. Je t'avoue dire que c'est une base qui en a pris beaucoup de temps à construire, et toi tu l'as et je me suis retrouvé dépoussiéré. un beau jour. Alors voilà, à mon tour, moi je me suis retrouvé un beau jour dans une soirée chez des amis qu'on a en commun, et qui me dit bah tiens, est-ce que on en discutait déjà un petit peu avant, et on se disait tiens, est-ce qu'on pourrait pas se passer des chansons, des choses comme ça. Je me suis retrouvé à lui piller en réalité une partie de sa collection. Piou, je te fais des gros bisous, merci encore pour toute la collection, parce que je suis pas reparti qu'avec ça. Je suis reparti avec aussi l'intégrale de Nougaro, avec l'intégrale de Bowie, avec n'importe quoi. T'es reparti avec le truc en fait. C'est Le mec, il a chippé tout, le mec. Avec aussi des groupes électro qui étaient très sympas, comme Bonobo, groupe oui. anglais il me semble, Ouais. pour l'origine. Et donc du coup voilà, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis reparti avec j'ai branché mon disque dur externe techniquement. Oui, t'es reparti avec une grosse valise sous forme de disque dur externe. Exactement. Et notamment dans le lot, il y avait la base de données, donc de ce que je ne savais pas, qui était la base de données de Tsubasa. C'était la base de données à l'époque de Lyon Hoshi, il me semble. C'était ça. Et donc je retrouve plein de génériques. Oh, c'est génial, c'est formidable et tout. En et français, puis en japonais, tout quoi. Et puis on en parle toi et moi, et tu me dis mais c'est la BO de ça, c'est la base de données de l'association. Oui, en tout cas, c'en est une version. Parce qu'il y a tellement de versions que voilà, c'en est une. Et il y a 2 semaines, je me suis mis en tête de toiletter tout ça. C'est-à-dire que c'était noté n'importe comment. Parce que vous aviez fait ça comme du mieux que vous pouviez. Chacun a ramené les MP3 Puis à l'époque, on notait pas les chansons de la même manière aussi. Aujourd'hui, les recherches de chansons se font différemment. On note les chansons. D'ailleurs, vous regarderez sur vos chansons à vous. C'est pas noté de la même manière. Voilà. Non, puis en plus, ça venait de différentes sources. Chacun des membres avait sa manière de noter et de nommer ses fichiers. Donc c'était une base, on foutait dedans, puis débrouille-toi quoi. Et je me suis mis en tête de toiletter tout ça, de mettre ça de manière propre et d'y mettre également ma base à moi. Donc du coup, là, on a à Mouteki une méga base de données. Ah, je pense que là... pour tout ce qui est rétro, je pense que c'est pas mal. Tout ce qui est rétro, en plus si tu rajoutes celle de Romain, je pense que là on est bon. On est bien. Ah oui, on est bien. Rajouter celle de Romain. On est bien. Sauf qu'il faudrait numériser tous ces vinyles et tous ces CD. C'est ça en fait. Et tous ces CD. Notre compère Romain, qui n'est visiblement malheureusement pas là aujourd'hui, il doit avoir mal. On lui fait des gros bisous, mais pas là où ça fait mal justement. Non, il a mal aux dents. Il a mal aux dents. Non, pour de vrai. Il a une rage dedans, comme on dit. Une rage dedans pour de vrai. Pour de vrai. Donc on lui fait la bise sur le front. Ouais. Ça va beaucoup plus. Exactement, c'est mieux. Donc pour ça, en fait, comme il n'a rien en MP3, il va falloir numériser tous ses CD. Chose que je lui ai proposé plein de fois, mais qu'à chaque fois il me dit ah ouais, pas de souci, mais puis on se retrouve jamais de créneau. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de ça l'histoire de la base musicale, de la base de données musicale de l'association Tsubasa. Et donc du coup vous retrouverez d'autres génériques, notamment les années 90, puisque nous on a été créé en 98 et donc on a beaucoup de génériques des années 90 qui sont plutôt des génériques un peu oubliés, parce que tous les animés entre la fin du Club Do et le début de Cowboy Bebop à Canal+, il y avait quasi rien à la télé, donc c'est une époque où c'était vraiment les animés fans qui ont maintenu la culture animée en France. Complètement. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'associations qui sont spécialisées. Ouais. On peut citer bien entendu J-pop, tout. Voilà. C'est bon. Non, mais pour ce qui est des jeux, pour ce qui est des animations, il y a énormément de choses. Ota Sekai fait ça à Lyon. Bulle Japon fait ça depuis Paris. D'ailleurs, reprennent une partie, puisque forcément, il y en a une partie d'une partie des gens de Tsubasa. Donc, qui ont repris d'ailleurs notamment des jeux qui étaient faits par Tsubasa à l'époque, les Finder Die, voilà. Ota Sekai fait exactement pareil aussi à Lyon également. Donc voilà, maintenant c'est devenu, mais effectivement c'est l'association Tsubasa qui a contribué à lancer tout ce mouvement d'amusement autour de la passion quoi. Nous on appelle ça du ludique sur la scène, mais oui c'était vraiment c'est nous on a été les premiers en 99 à Epitanime. Quasiment, c'est ça, 99. D'ailleurs je regrette puisque là on est fin mai et il n'y aura pas
pour la première fois depuis presque 25 ans, il n'y aura pas d'épitanime cette année. Et donc ça sent effectivement cette fois à la fin, hein, c'était moribond, mais là cette fois je pense que épitanime c'est terminé en tant que convention. La doyenne nous a quittés. Et alors tu me racontes ça avec en fond sonore la musique de Lodos, la légende du chevalier héroïque, avec la magnifique voix de Maya Sakamoto. Il n'y aura pas d'épita. La fin d'une époque. On en est là. C'est ça. Allez, on change complètement d'univers. Justement, on va parler de la PC Engine dans un petit instant. On va changer complètement d'univers. Tiens, non, parce que j'ai pas forcément de quoi enchaîner derrière. Tiens, on va passer la sélection hip-hop parce que je me dis, on est sur de l'ambiance et je vais pas casser l'ambiance. Ouais, mais quand même. Mais j'aime bien moi les changeons de style. On va changer complètement de style avec Denga Liu qu'on a déjà passé en featuring. C'était pas lui qui était vraiment à la manette, il était invité sur un track. Denga Liu, on en a déjà parlé, c'est un MC, un rappeur pour ceux qui sont pas forcément dans la voilà, et qui s'est distingué notamment par sa présence dans un film qui s'appelle Saudade, qui dresse un petit peu, parle un peu, on va dire, d'un métis brésilo-japonais confronté à son pays d'ascendance, d'origine, si j'ose dire. Et c'est pas si formidable que ça le Japon quand on vient du Brésil, et c'est pas si formidable que ça le Brésil quand on vient du Japon, en tout cas familialement parlant. Donc bref, c'est assez amusant, en tout cas très intéressant, moi je trouve, le côté justement cul entre deux chaises, si je puis me permettre. Denga Liu, il n'a pas fait que ça, il a aussi ce titre là qui est tout nouveau, tout beau, sorti du four, qui est sorti en fin avril dernier, donc il y a un mois. C'est l'actu là, qui s'appelle Changes. Et là où Alpha est un petit peu taquin, si j'ose dire, c'est que la dernière sélection qu'il nous avait proposée, Stats featuring JJJ, c'était déjà Changes. C'est le même titre, mais ça n'a rien à voir, vous allez voir. Comme d'habitude avec Alpha, c'est amour, c'est pour vous, c'est bonheur, et c'est aussi à suivre sur le grotadzik.fr. Et croyez-moi, le sample là, cette semaine, il est aux petits oignons.差し伸べて I'm about to go now 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 この先でまた会おうね俺の性格は知ってるだろう、yeah、自分に嘘がつけない男、もしも今日が最後ならと自問自答してこじ開けると胸に闇抱えもがくたくないいつまでたっても慣れない慣れ合い実は歩くのが怖いさ2歳でも守るものがある変わりたい見て見ぬふりしてた俺はせなあの選択肢に戻れたならそれはないそれがライフ yeah できすぎてて笑えよライドタイム今までを輝かし過去にするピリオドすでに生き始めているニューライフでも進むしかない、yeah、悪いことじゃないよ無駄なこともないよみんな変わってそして旅立ってそのストーリーはgoes on新たなキャストの登場でもこれだけはいいな本気で生きよう I'm about to go now I'm about to go now I'm about to go now I'm about to go
思い出を詰め込むスーツケース覚悟を決めて締め直すシューレース痛みと引き換えゲットするフレッシュネス振り返らずレッツゴー無敵を聞け。C'est logique, juste derrière on parle de bases de données, de génériques, d'animés, etc. On passe du hip-hop, la sélection d'Alpha, qu'on devait passer la semaine dernière d'ailleurs au passage, mais c'est la fin de la parenthèse. Et
Bah c'est logique. Derrière, Samouraï Champloo. quoi. Normal. Battle Cry pour l'opening iconique de cette série qui ne l'est non moins. Nujabes, faut que j'arrête de le prononcer à l'américaine. C'était vraiment en katakana, je crois que ça se prononçait vraiment Nujabes, qui donc a donné vraiment un supplément d'âme à cette série qui était déjà très très bonne, mais qui en plus de ça c'est accompagné d'une BO complètement hip-hop, quoi. Ouais, c'est ça, une BO complètement folle. Et donc, à nouveau, MP3 tiré de la sélection de la base de données de Ça va, Tsubasa. c'est bon, tu vas pas y revenir 12 fois. Non, mais c'était pour pour boucler la raccord, boucle, si je veux dire. Voilà, comme ça on est raccord, c'est très très bien. Voilà. Est-ce que tu as quelques petites infos justement? Pas grand chose cette semaine, vu le what the fuck de la semaine dernière, la news what the fuck de la semaine dernière, pardon. Pas mal celle-là, oui. Et donc non, on a juste du rugby en ce moment. Alors il y a le rugby à 7 avec le London 7, donc il y a le Japon qui va jouer ce tournoi pour la survie en première division mondiale, et puis il y a les Sunwolves qui continuent leur chemin de croix, puisqu'ils savent qu'ils ne seront plus dans la Super League, Super Rugby, non Super Rugby, ouais, Super League, dans le Super Rugby dans l'hémisphère sud. Donc là c'est contre les Rebels. Les Melbourne Rebels, ouais. Melbourne Rebels, les Australiens, et c'était à domicile, et ils ont perdu 7-52. Ce qui fait très très mal. Donc on rappelle que c'est bien du rugby à 15 et pas du pugilat, mais c'est vrai que c'est ouais, sauf que 7-52, massacre là à ce niveau-là. C'est comme si au foot vous aviez un 8-0, 8-1. C'est un 8-1. Ah oui, c'est ça. C'est un 8-1. Ils ont marqué un essai, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc ça fait mal aux fesses. Mais bon, de toute façon, ils ne seront plus la franchise. Les Sunwolves, qui sont donc l'équipe qui, officiellement, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est l'équipe qui représente le Japon, mais il n'y a plus que 4-5 Japonais sur le 15 de départ. Ah bah 15 de départ, il y en avait 2. Ah oui, d'accord. Et dans les remplaçants, il y en avait 3, je crois. Ah oui, autant vous dire oui, que c'est ça, voilà. Mais 2. Autant vous dire que c'est pas la franchise japonaise, ça n'a pas rempli son office, donc je pense que ça tombe bien que tout soit parti, que le Japon décide de renforcer son championnat national. C'est ça, c'est parce que dans le même temps, en plus de ça, le Japon renforce sa ligue et donc se détourne de la Super League. Ils vont préférer se brasser de l'argent, si j'ose dire, en interne. Autant garder et en gagner chez nous, quoi. Surtout que ça marche. C'est un peu ça. Et puis ça marche. Ils attirent quelques stars aussi au Exactement. passage. On a eu l'année dernière la finale quand même entre Matt Guito et Dan Carter. Dan Carter, ouais, quand même. C'était quand même pas mal. Deux stars qui s'affrontent. C'est plutôt bien même. C'est deux chefs de cours de récré pour le coup, parce que du coup le niveau japonais est un peu en dessous, mais malgré tout, ça avait quand même une certaine classe, faut quand même l'avouer. C'est clair. Voilà, c'était le seul résultat à noter pour cette semaine. Alors je suis désolé, moi j'ai pas le nom du vainqueur du Tour du Japon. Par contre, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on parlait la semaine dernière du Tour cycliste du Japon. Il y a des highlights en fait, des résumés qui sont disponibles sur le site officiel du Tour du Japon, et c'est sympa, c'est mignon en fait. T'as un peu toute l'ambiance Tour de France, mais avec à la sauce japonaise. C'est amusant, c'est des highlights qui font en 2 minutes 30, 3 minutes à chaque fois, mais les paysages sont géniaux. Souffle, oui. Et les gens sont au rendez-vous, sont venus au bord de la route pour regarder les coureurs. C'est assez amusant à voir, c'est assez dépaysant, je vous l'avoue. Allez. Ouais. On enchaîne, c'est parti pour la partie console. Alors, PC Engine. La PC Engine qui est née en 1987, d'aucuns diraient que c'est la meilleure année. Bon, moi je suis de 81, mais toi tu es de 80, c'est ça? Non, 18, voilà, c'est ça. Bon, chacun a ça. Bon. Voilà, chacun a son année fétiche. Donc bref, la PC Engine qui est née donc en 87 à l'époque pour contrer la Famicom, toute puissante Famicom. Elle n'a pas réussi à la détrôner, bien entendu. La Famicom est restée leader du marché, mais la PC Engine a trouvé son créneau, son public, et s'est taillé une place dans le marché qui était gigantesque à l'époque du jeu vidéo nippon, en étant l'une des premières consoles. La première, c'est pas celle-ci, c'est la FM Towns Marty, je crois, qui est la première console vraiment CD, mais je crois que la PC Engine est la première console à accueillir en extension un lecteur CD. Faut savoir qu'en fait c'était une console qui était minuscule, qui lisait des jeux qui étaient sous forme de cartes, comme nos cartes à nous, un petit peu plus épaisses que nos cartes bancaires par exemple, mais le principe était le même, c'est-à-dire que c'était des jeux qui étaient sur carte, la ROM était encastrée dans la carte et non pas dans une cartouche. Et ça la rendait absolument unique, et donc pour transporter les jeux c'était assez amusant, et les jeux s'achetaient en fait par boîtier de CD customisé, si j'ose dire. Voilà. D'accord. C'était assez drôle, et du coup derrière c'était une économie de fait quand il s'agissait ensuite de vendre des jeux sous forme de CD. Les boîtiers étaient déjà prêts à l'emploi.
Et comme je le disais, comme c'est une console qui avait des capacités un petit peu plus étendues que celle de la NES, même si ça restait une console 8 bits, il y avait quand même un processeur sonore qui était plus puissant, un processeur graphique qui était un peu plus puissant, bref, les extensions étaient un peu plus puissants, le cœur lui restait un peu à peu près le même. Mais il y avait donc cet ajout du CD qui amenait de la musique, ce coup-ci telle quelle, non pas lue en MIDI ou en partition par la console, mais carrément lue depuis le CD. Et ça nous donnait donc des jeux qui avaient des capacités augmentées, des capacités sonores augmentées, un univers qui était aussi plus gros en termes d'univers. C'est donc c'était aussi le royaume des RPG et le royaume des shoot 'em up. Et relativement peu de jeux de plateforme, il y en a eu. Non, il y en a eu. Avec notamment PC Kid, la série des PC Kid. Mario, Nintendo avec son Mario, Sega avait Sonic et la PC Engine avait PC Genjin. Parce qu'il y avait le jeu de mots en fait, donc PC Kid, nous en français. Et nous on a eu ça en fait en vente officielle en tant que BC Kid, parce que BC c'était tout ce qui est avant Jésus-Christ. Tu vois, c'est Before Christ. Et du coup, ça donne BC Kid. Et du coup, cette console-là, j'ai perdu le filet. Donc elle est née en 87. Et elle avait du shoot 'em up. Tu disais qu'il y avait des shoot 'em up et tu disais qu'il y avait des mais c'est formidable. Il y avait exactement il y avait peu de jeux de plateforme, beaucoup de RPG. J'ai pas de notes pour dire tout ça. Et c'est formidable, t'avais des séries comme Tengai Makyo, t'avais des séries comme Neotopia. Neotopia c'est un peu le Zelda de la PC Engine, Tengai Makyo c'était un peu le Final Fantasy de la PC Engine en mieux d'ailleurs à l'époque. Et on l'a pas eu en France. Non. Et surtout, on l'a pas eu en France. En France, mais c'était ultra confidentiel en fait. C'était Sodipeng, donc société de distribution de la PC Engine. Sodipeng qui était l'importateur officiel français, qui en fait glissait dans les livrets des jeux une version française qui était dactylographiée et photocopiée. C'était vraiment un importateur indépendant. C'était pas NEC, c'était NEC, la société NEC qui construisait la PC Engine avec Hudson qui fournissait un peu tout la ludothèque et qui était aussi qui a développé de concert avec NEC. Et tu te retrouvais avec le jeu japonais avec le manuel. Avec le manuel en japonais. Et avec une feuille A4 dans laquelle il y avait un résumé des commandes en fait. C'était allé à l'essentiel, tu avais les commandes du jeu et un peu de background historique si les gens étaient bien lunés. C'est ça. Et puis moi la PC Engine c'est vrai que c'est beaucoup plus la console effectivement comme je t'ai dit des séries télé, des animés etc. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'adaptations d'animés. Moi je me souviens sur PC Engine c'est vrai que le reste j'ai pas trop suivi, j'étais pas très de shoot 'em up, j'étais JRPG mais j'étais beaucoup plus sur PC moi par exemple, des trucs comme ça, donc c'est vrai qu'à l'époque j'étais plutôt de ce côté là, j'étais pas console à l'époque moi. Et c'était une console qui était minuscule surtout, elle fait aujourd'hui elle fait peut-être la moitié en termes de surface de notre bonne vieille NES quoi. Ouais. Elle fait les 2 tiers, voire les 2 tiers de la Super Nintendo telle qu'on la connaît nous. C'était de la miniaturisation à la japonaise, et donc du coup pour la vendre aux États-Unis, parce qu'elle a été vendue officiellement elle par contre aux États-Unis, ils ont dû l'agrandir, donc il y a du vide dedans. Il n'y a rien dedans en fait. Il y a une moitié où il y a les composants et l'autre moitié en fait elle est là pour faire joli, parce que les Américains, pour eux une console c'était forcément un gros truc. C'était un gros jouet en fait pour eux. Ça pouvait pas être miniaturisé, c'était hors de leur portée. Au Japon c'est le gain de place. Alors qu'au Japon voilà, l'habitat japonais étant tout petit, fallait tout miniaturiser quoi. Exactement. Et ça nous donne des choses épiques, des choses très belles au niveau sonore bien sûr, puisqu'on est là, c'est de la radio, et des choses des fois plus improbables, comme notamment les débuts du Moe. Le début du Moe en jeu vidéo, avec notamment, pas quelle forcément, Galaxy Fraulein Yuna, qui était une aventure graphique, textuelle si j'ose dire, une sorte de roman photo là aussi, mais par contre interactif, avec des grosses armures, avec dedans des petites nénettes, des petites nénettes avec des grands yeux.
grands yeux. Des petites avec des grands cheveux, des Avec grands des yeux, joues énormes. Voilà, des joues énormes. Et- On est au début. Et dans des d'Imoé. grandes armures, mais Et alors, dans des- genre 10 fois plus grandes qu'elle, quoi. Voilà, des gamines dans des grosses exosquelettes à la Macross, enfin Pat à Labor, la tout ça. Pat Labor, exactement. Et donc ça nous donne des fois des chansons très amusantes et on est reparti dans les années 90. On est en 1991, quelque chose comme ça. Funny Little Girl. Donc c'est tiré donc de la BO de Galaxy Fraulein Yuna. Promis. Après, on passe de la vraie zig sympa et épique avec notamment l'opening de Tengai Makio 2 qui était donc sorti en 92 et qui est absolument magnifique à jouer et à écouter. Mais pour l'instant, on va se faire un peu mal aux oreilles si vous le voulez bien. Ça te fait mal, hein. Aïe, 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 aïe. Allez, il n'y a pas que ça, heureusement. L'opening de Tengai Makio 2, qui est donc un RPG vraiment à l'ancienne, avec, tu sais, les combats statiques, avec les points, tout ça, et avec des transitions en forme de dessin animé et des voix digitalisées. C'était magnifique. Bah là, Et on c'était pas enchaîne ça, hein. plutôt avec ça, justement. Ouais, tout de suite Après, derrière. Ouais, parce que juste là- à l'instant, Galaxy Fraulein Yuna, désormais, parce que ça, c'est- on passe à Tengai Makio 2, l'opening. Allez, petit blind test juste avant la fin. Est-ce que tu reconnais ce thème-là? Oh, attends, ça te dit quelque chose.
explosé. Oh merde. Le thème de Bomberman. Bomberman, ouais. Revisité bien sûr parce que là on est sur un. Ouais, c'est pas cette musique que je connaissais. On est au milieu du jeu là, hein, les différents BGM des différents mondes. Je crois qu'il y avait Super NES, il y avait une version Super NES. C'est sorti de partout Bomberman. Non mais je veux dire, je crois que c'est cette version de musique que je connaissais. En fait. Bah, bien sûr. Et il y a 2 thèmes iconiques, dont celui-ci. Et ça c'est tiré de Bomberman 93 qui est aussi sorti en carte, du coup en U-Card comme on disait à l'époque, sur la PC Engine. Je voulais pas terminer avec ça, je vais terminer avec l'ending de Neotopia et comme ça on va pouvoir se quitter en beauté et en PC Engine. Mon Léo, donc on se retrouve la semaine prochaine. Bah non, mais pas non. moi. Oh. Je serai à Paris. Je vais faire du Paris Sevens, moi. Je vais et oui, c'est vrai. Il y aura les Japonais ou pas? Non. Il y aura les Japonais. Si, il y aura les Japonais. Il y aura les Japonais, mais en espérant qu'ils pourront encore se maintenir et qu'il y aura encore un peu de suspense là-dessus. Mais je ne serai pas là. Je vous le laisse. Bon bah tant pis, on va faire avec, écoute. Sniff. Bah ouais. Bon allez, on va se quitter donc avec l'opening de Neotopia, le tout premier. C'est une dualogie, je sais pas comment on dit, une bilogie, une trilogie. Dualogie. Il y en a un, il y en a 2, voilà. C'est un truc en 2 parties. Tengai Makyo, c'est une trilogie par exemple. C'est quand même beaucoup mieux. Neotopia, c'était en fait le Zelda de la PC Engine, donc action jeu d'aventure, on dirait aujourd'hui action RPG, avec pas de points de vie, mais juste tu tapes une fois ou deux selon la grosseur de l'ennemi. Et une particularité, c'est que dans Zelda, Link tape de taille, frappe de taille, donc tu as une certaine rangée. Si l'ennemi n'est pas exactement devant toi, tu peux le toucher, tandis que dans Neotopia, le héros frappe des stocks, tu as intérêt à être devant. Petite particularité que je souhaitais souligner. Allez, on va se quitter avec ça. Donc du coup on se retrouve dans 2 semaines, mon Léo. Ouais. Et nous la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao, ciao. Et vive la PC Engine. Forever.